Bien, bonjour à tous. Je vais d'abord remercier le Collège de France et par le truchement de Yves Bréchet de me donner aujourd'hui l'opportunité de discuter avec vous de matériaux architecturés, notamment les notions d'échelle et de passerelle qui concernent ce domaine de recherche qui se fait. Donc je vais beaucoup parler de design à poids minimal. On va beaucoup parler de propriétés structurales et de tenue structurale. Donc si vous regardez un modèle d'avion qui n'est pas de la dernière génération, derrière chaque pièce d'une superstructure, en fait, se cache un cahier des charges. Et ce qui nous intéresse dans cette activité, c'est que derrière chacun des cahiers des charges existe en fait un critère d'excellence. Donc par exemple, si vous étudiez les poutres servant à fabriquer l'aile de cet avion, vous voyez qu'en fait, l'indice de performance implique le rapport entre le module d'élasticité et la densité, ce qui permet en fait de choisir le matériau avec lequel vous allez pouvoir réaliser cette pièce à poids minimal. Donc ça, c'est pour l'aile. Si vous regardez plutôt le train d'atterrissage, derrière cette pièce se cache un cahier des charges qui veut qu'on évite le flambement au cours de l'atterrissage. Et donc là, vous voyez que là aussi, il existe des critères d'excellence, 10 critères d'HB, qui implique le rapport entre la limite d'élasticité et la densité du matériau. Donc, une étape cruciale est en fait l'analyse du cahier des charges. Donc, si en fait vous rencontrez dans l'espace des matériaux un matériau qui remplit entièrement toutes les fonctions que vous désirez, ben, la solution sera simple, ça sera une solution faite avec un matériau monolithique. Par contre, si vous commencez à tomber sur un cahier des charges suffisamment contradictoire, comme Yves l'a expliqué précédemment, là, à ce moment-là, vous devez commencer à songer à des solutions qui combinent différents matériaux, donc des solutions dites hybrides. Et à partir de là, il y a un enrichissement des problématiques et des challenges qui vous attendent, notamment sur le choix de l'architecture, que vous fassiez un composite, une structure sandwich, une structure en treillis, et aussi l'ingénierie des interfaces et surtout les méthodes d'assemblage. Alors, si vous confiez en fait le problème d'optimiser en fait la rigidité à masse minimale à un métallurgiste, en fait, le métallurgiste va tout de suite songer à faire un matériau dit composite, c'est-à-dire qu'il va choisir un des matériaux dans les grandes classes de matériaux naturels qui existent et en faire un composite en les mariant. Donc là, vous avez un exemple dans le graphe qui donne le module d'élasticité en fonction de la densité, dit d'HB. Vous avez effectivement toutes deux familles des matériaux qui se placent, mais vous avez aussi énormément de trous. Et le métallurgiste, pour combler ces trous, va d'abord songer à créer des structures dites composites, par exemple renforcer un alliage de titane avec des fibres de carbone, et ce qui permet en fait de les combler certains lieux où dans l'espace des matériaux il existe des espaces vides. Si vous confiez le problème à un mécanicien, alors là la réaction est complètement différente, c'est que lui, pour optimiser par exemple la rigidité en flexion d'une tôle plate, vous avez ici la courbe de déflexion de force appliquée en fonction de la déflexion pour une tôle plate. Là, vous avez la même réponse pour une tôle ondulée. Et là, vous avez la structure optimisée par un mécanicien. Lui, il dit on ne change pas de matériau, il va travailler uniquement sur l'aspect géométrique. Et l'optimum est donné par ce type de structure qu'on appelle une structure Volt. Donc en fait, tout l'esprit des matériaux architecturés est d'essayer d'avoir en fait un regard hybride aussi sur la façon de designer le matériau quand on se donne un cahier des charges. Et le plus simple est d'expliquer ça à travers des exemples rudimentaires. Si en fait on veut optimiser la rigidité par unité de masse en torsion d'une barre, si vous confiez ça à un métallurgiste, il va dire « Ok, je vais changer le module d'élasticité de mon matériau et sa densité, je vais en faire un composite particulier, par exemple, pour augmenter son module d'élasticité. » Si par contre vous confiez le problème à un mécanicien, lui, il sait très bien qu'en fait, un tube optimise en fait la rigidité en tension par unité de masse. Donc ça, c'est en général les réactions un peu caricaturales que l'on voit apparaître dans le design des matériaux. Maintenant, on peut un peu avoir une approche unifiée en mariant les approches de mécanique et de métallurgie en se disant probablement qu'il y a un optima beaucoup plus intéressant en combinant le tube en changeant le module d'élasticité du matériau constitutif. Puis on peut aller encore un coup plus loin, et là on arrive vraiment dans le matériau architecturé.
c'est de se dire, bah oui, mais de la rigidité en torsion, j'en ai surtout besoin sur les fibres extérieures, donc je vais faire un gradient de particules pour que mon module soit maximum à l'endroit où j'en ai besoin. Donc là, vous avez en fait une sorte de synthèse de ce qu'on se propose de faire systématiquement quand on parle de matériaux architecturés. Alors ce graphe-là, vous l'avez déjà vu dans l'exposé de ce matin, donc je vais le zapper. Maintenant, en fait, ce qui est très compliqué dans les matériaux architecturés, c'est que le champ des possibles est assez énorme et qu'il est pas mal d'adopter en fait une approche dite inductive pour illustrer ce qu'on entend par matériaux hybrides, matériaux composites et matériaux architecturés. Donc, si vous voulez faire du design à masse minimum en utilisant l'acier, en fait, l'acier est assez concurrentiel quand vous avez à optimiser, par exemple, le ratio entre la limite d'élasticité et la densité en incluant en fait en plus une contrainte de coût. Donc ce n'est pas sur ce point fort-là qu'il y a un intérêt à réfléchir sur l'acier. Par contre, quand vous voulez en fait un design à masse minimum en ayant une rigidité spécifique maximum, là par contre c'est une vraie menace pour le matériau acier. Alors pourquoi? Toujours à l'aide des indices de performance d'HB, on peut décrypter assez facilement des situations qui paraissent complexes. Si vous tracez dans un diagramme qui vous donne le module Dune en fonction de la densité, les principaux métaux que vous pouvez trouver dans les applications structurales, vous apercevez que le rapport entre leur module d'élasticité et leur densité s'aligne sur une droite. Ça veut dire qu'en fait, si jamais le cahier des charges n'était un cahier des charges en traction, alors vous vous apercevez qu'en fait, il n'y a pas de différence entre faire la pièce en acier, en alliage de titane, en alliage d'aluminium ou en alliage de magnésium. Donc, ce qui prouve bien qu'un matériau léger, et ça c'est un message assez fort, le matériau léger n'est pas le matériau qui a la densité la plus faible. Tant qu'on n'a pas parlé du cahier des charges, tant qu'on n'a pas l'indice de performance, on ne peut pas parler de matériaux dits légers ni dits lourds. Sinon, en fait, toutes les voitures seraient faites soit en polystyrène ou en céramique, ce qui n'est pas le cas. Donc, on voit bien que matériaux légers, souvent, il y a une confusion. Ce n'est pas le matériau qui a la densité minimale. Alors, si la vie se passait en traction uniaxiale, en fait, vous verriez rarement apparaître de l'aluminium dans les voitures et vous verriez peut-être probablement du fer dans la construction d'avions. Mais en fait, la plupart du temps, ces structures sont réalisées à partir de tôles qui marchent en flexion. Et pour ça, l'indice de performance change. Ce n'est plus simplement le ratio entre le module d'élasticité et la densité. C'est une racine carrée du module d'élasticité divisé par ρ. Et là, la situation est complètement bouleversée. Parce que si vous passez par l'indice de performance de l'acier, alors à ce moment-là, vous voyez que tous les autres matériaux sont supérieurs en termes d'indice de performance. Or, donc ça veut dire que la principale menace et la principale faiblesse de l'acier, c'est sa rigidité spécifique en flexion. Alors, à partir de là, on avait fait une analyse avec John Dave Embury sur essayer de classer, de comprendre tous les composites base acier que l'on peut voir à travers le temps et à travers la littérature. Alors, en fait, on voit qu'on a agi sur 3 axes. On utilise en général l'acier pour sa résistance mécanique, puisque je vous ai dit que c'était son avantage primordial. Mais on veut y associer, comme je vous l'ai dit, une rigidité spécifique, surtout en flexion, et une tolérance à l'endommagement, ce qui est la principale limitation. Mais aussi, on va vouloir aussi avoir une situation avec un composite multifonctionnel en changeant par exemple des conductivités thermiques, électriques, magnétiques ou chimiques. Alors, il y a pléthore d'exemples que je vais vous présenter sur les composites base acier. Et avant de se lancer dans finalement une illustration inductive, la seule classification que l'on ait trouvée qui permettait de ranger dans des boîtes à peu près tout ce qu'on rencontrait avant de faire cette analyse, eh bien, on peut résumer ça sur un graphe à double échelle, un graphe d'échelle ici, et un graphe en vous disant si vous êtes en train de faire un composite base acier n'utilisant que de l'acier, ou alors si vous faites un composite base acier qui est associé avec un autre matériau. Donc par exemple, si vous faites un sandwich
acier polymère, nous sommes typiquement dans cette partie du tableau. C'est un matériau hybride. En général, vous allez associer donc un métal et quelque chose de plus léger. Mais par contre, si vous commencez à parler d'acier de Damas, par exemple, qui sont en fait de magnifiques illustrations de matériaux architecturés en alliant des aciers haut carbone et des aciers bas carbone, alors à ce moment-là, vous n'impliquez que deux sortes d'acier, donc vous êtes monomatériaux. Et donc l'échelle que je vais vous présenter maintenant, la démarche, ça va être qu'en fonction de l'échelle d'hybridation, nous allons avoir des macrocomposites, des mésocomposites et des microcomposites. Donc si on commence à visiter un peu ça sous ce regard-là, donc les macrocomposites, c'est que l'échelle de combinaison est égale à peu près comparable à l'échelle du composant. Alors, comme des exemples valent mieux qu'un long discours, dans les applications automobiles, il y a cette pièce-là qu'on appelle le pied milieu, qui est en fait la seule pièce protectrice en cas de choc latéral. Donc ce qu'on va lui demander, c'est avant tout d'avoir des propriétés d'anti-intrusion. Donc si vous appliquez ça brutalement, vous dites « je ne veux pas qu'elle se déforme », donc ce serait typiquement une pièce à fabriquer en céramique. Le problème, c'est que si c'est le cas, on va avoir des problèmes de ténacité, mais aussi qu'il y aura tellement peu d'énergie absorbée par la pièce qu'en fait, toute l'énergie est dissipée par les gens résidant dans l'habitacle. Donc là, ce n'est pas très très bon non plus. Donc en fait, en général, la première version de cette pièce avait été faite dans un matériau monolithique en acier ultra haute résistance, à peu près 1500 MPa de limite d'élasticité. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que l'énergie absorbée, en fait, elle n'était pas optimum et surtout, elle ne se produisait pas à un endroit qui était contrôlé lors du choc. Donc en fait, il y a eu une avancée assez spectaculaire en assemblant par soudage laser un acier doux avec une limite d'élasticité à peu près de 500 MPa avec cet acier à ultra haute résistance pour créer en fait une rotule plastique qui permet en fait de dissiper l'énergie où vous en avez besoin et où c'est permis, ça veut dire sous les passagers, alors qu'en fait la partie anti-intrusion protège en fait les gens dans l'habitacle. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est que vous avez un composite n'impliquant que de l'acier, deux aciers différents, et dont l'échelle de combinaison est clairement à l'échelle du composant. Alors, il y a d'autres exemples en dehors du champ d'application des transports. Moi, j'aime bien cet exemple de la vis fait d'acier inox pour sa tenue à la corrosion et soudé avec un acier très très dur pour faciliter le perçage. Vous avez aussi dans des applications électrotechniques, en fait, pour des problèmes de conductivité électrique associés à des résistances mécaniques, en fait, des contacteurs faits en cuivre, mais sertis avec de l'acier pour sa tenue mécanique. Et là aussi, on voit que l'échelle de combinaison entre les différents matériaux sont vraiment comparables à l'échelle du composant dont on est en train de parler. Alors maintenant qu'on a vu les macrocomposites, donc il y a les mésocomposites. Donc c'est quand l'échelle de combinaison est intermédiaire entre l'échelle du composant et l'échelle des matériaux que l'on veut associer. Alors il y a un exemple classique, c'est les structures sandwich. Donc là je reviens aux structures automobiles. Si on veut améliorer la rigidité spécifique de l'acier, eh bien, la structure sandwich apparemment acier est une formidable opportunité. Donc là vous voyez une coupe d'un sandwich acier polymère acier. Et là, vous voyez un capot réalisé entièrement avec cette hybridation. Et là, on obtient en fait une rigidité spécifique améliorée d'une trentaine de %. Donc là, ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'on appelle ça un composite mésoscopique, parce qu'en fait, vous voyez bien que l'échelle de l'épaisseur d'acier, l'épaisseur du polymère sont petites en comparaison à l'échelle du composant, mais reste très grossière par rapport à l'échelle de la microstructure, soit du polymère, soit de l'acier qui constitue les parements. Donc là, on est typiquement dans un matériau architecturé hybride. Alors, Yves a déjà parlé de câbles imaginaires cuivre-acier. En fait, il existe en fait des câbles réels pour les très hauts voltages, où en fait l'aluminium est utilisé pour sa conductivité électrique. Malheureusement, les câbles sont tellement lourds qu'en fait, il faut les renforcer avec un câble en acier pour soutenir leur propre poids. Donc ça, c'est un magnifique exemple aussi de matériaux hybrides architecturés, puisqu'en plus de l'association entre l'aluminium et l'acier, l'acier est lui-même formé sous forme d'architecture en câble,
ainsi que l'aluminium. Donc là, ce matériau est en fait très très compliqué en termes de conception. Alors, un exemple un peu plus culinaire, mais de manière étonnante, assez sophistiquée, c'est l'exemple de casserole pour un chauffage par induction. Et en fait, si on regarde à travers l'épaisseur de ce récipient, en fait, c'est un tricouche très élaboré. Donc, en fait, la couche intérieure est faite en acier inox austenitique pour des problèmes de biocompatibilité, évidemment. Vous avez en fait une couche en aluminium parce que l'aluminium est un très bon conducteur de chaleur, et vous avez une couche d'acier inox magnétique pour pouvoir être chauffé par induction. Donc, lui assure la production d'énergie par l'induction. L'aluminium assure la conductivité thermique vers l'intérieur du récipient. Et vous avez la troisième couche qui assure que vous n'aurez pas de problème de biocompatibilité. Donc là aussi, l'échelle de combinaison est tout à fait intermédiaire entre la microstructure de chacun de ces matériaux et la taille du composant final. Là, nous passons à des structures multicouches. Donc là aussi, on est à l'échelle mésoscopique en termes de combinaison. Donc c'est des multicouches acier à très haut carbone et acier bas carbone en clair. Alors là, ce qui est tout à fait spectaculaire comme effet, c'est que si vous mesurez l'énergie Charpy, alors l'énergie Charpy, c'est en fait quelque chose qui renseigne sur la ténacité du matériau, ça veut dire sa capacité à résister à la propagation d'une fissure. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, quand vous utilisez l'acier doux tout seul, donc vous obtenez cette courbe rouge, donc vous voyez un plateau ductile et puis un plateau fragile et une transition. Si vous regardez la même chose sur le matériau à très haut carbone, donc très dur, tout seul, vous obtenez évidemment une température de transition ductile fragile repoussée vers les hautes températures, ce qui n'est jamais très bon, et un plateau ductile très très faible par rapport à l'acier bas carbone. Par contre, de manière surprenante, c'est qu'en associant l'acier haut carbone et l'acier bas carbone sous forme de multicouches, alors ça c'est assez inhabituel, vous gagnez sur tous les tableaux. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une énergie au plateau ductile bien supérieure aux matériaux individuellement regardés, mais par contre, en plus, vous diminuez la température de transition ductile fragile. Et ça, c'est assez rare pour être noté. Alors, pour une vue un peu plus artistique, vous avez ici des marteaux faits en acier damassé, qui est en fait une version un peu plus sophistiquée, un peu plus artistique que ces structures multicouches. Et on voit clairement l'architecturation à l'échelle intermédiaire entre l'échelle que vous pourriez trouver dans la taille de grain, par exemple, de l'acier bas carbone ou de la taille de latte martensitique dans l'acier haut carbone, mais assez petite par rapport à l'échelle du composant final. Alors maintenant que j'en ai fini avec les composites à l'échelle macroscopique et les composites à l'échelle mésoscopique, je vais vous parler des composites à l'échelle microscopique et il y aura des exemples de composites statiques et dynamiques. On va voir ce que ça recouvre. Donc, un exemple simple de composite à l'échelle microscopique monomatériaux, c'est par exemple tous les aciers multiphasés. Puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un acier multiphasé? C'est de combiner différentes phases que vous avez dans le diagramme de phase fer-carbone pour à la fois marier, par exemple, des propriétés comme ici de la phase ferritique en gris qui est très douce, très ductile, à des propriétés de la phase en noir qui est de la martensite ici, qui est une phase, elle, très dure mais beaucoup moins ductile. Donc en fait, vous obtenez ainsi des propriétés intermédiaires entre quelque chose de dur et fragile et de doux et très ductile. Donc là, pas de souci, c'est fait à partir d'une composition chimique, c'est uniquement le traitement thermique qui donne ce composite. Donc vous êtes dans un composite à l'échelle microscopique, puisque l'échelle de combinaison est égale à l'échelle de la microstructure, cette fois, l'ordre de la dizaine de microns, mais par contre vous êtes monomatériaux, puisque vous n'utilisez que de l'acier. Alors maintenant, il existe en fait des composites base acier avec multimatériaux. Donc là, c'était un souci d'amélioration. Oui, si je reviens au transparent précédent. Là, malheureusement, quand on associe les différentes phases que l'on trouve dans le diagramme fer-carbone, malheureusement, on ne change pas le module d'élasticité, on change la résistance mécanique. Et comme je vous ai dit, un de nos soucis, c'est de trouver des solutions
pour augmenter le module d'élasticité et diminuer la densité. Or ici, on n'agit aucunement ni sur le module ni sur la densité. Par contre, donc, on s'était demandé si c'était possible de faire un composite base acier qui augmenterait le module d'élasticité et qui diminuerait la densité de l'acier classique. Alors la difficulté, il y en a de plusieurs sortes. Le cahier des charges est clair, on veut augmenter l'indice de performance d'HB de l'acier. Par contre, vous allez voir que la difficulté, elle vient du fait que pour un métal, l'acier a déjà un module d'élasticité extrêmement élevé, donc c'est très difficile. Donc les seuls matériaux concurrents qu'on pourrait introduire, c'est les céramiques. Ensuite, Yves vous a déjà parlé du problème de la fabrication des matériaux architecturés ou des matériaux composites. Donc, en fait, pour des problèmes de coût, ces matériaux étaient destinés à l'industrie automobile. On a été obligé de trouver un système où la précipitation de la céramique se fasse pendant la coulée continue. Donc, pas de métallurgie des poudres ou pas de dépôt en phase vapeur, sinon les coûts seraient complètement exorbitants. Et donc, finalement, bon an, mal an, on a mis au point ce composite avec un module d'élasticité de 245 GPa pour 210 initialement pour le fer pur, et puis une densité de 7,32 pour 7,8 initialement, donc avec une amélioration de la rigidité spécifique de 20%. Alors, quand on a dit ça, on a dit que la moitié de l'histoire. Donc, vous voyez ici la microstructure du composite fer TiB2, qui est en train d'être produit industriellement à présent. Donc, c'est vraiment la science qui se fait, puisqu'on n'a pas attendu longtemps entre l'étape de mise au point du concept métallurgique à l'étape d'essai de production en grande quantité. Donc, vous savez très bien que quand on a parlé de l'amélioration de la résistance, de la rigidité spécifique, ça ne nous dit rien sur la ductilité du matériau. Et en fait, le problème, c'est que tous les composites à matrice métallique à renfort particulier en céramique ont assez mauvaise presse sur ce qu'est la ductilité. Donc là, la principale levée de risque a été de vérifier qu'on avait suffisamment de ductilité dans le composite fer TiB2, ce qui était le cas. Et en fait, je pense qu'on a eu là de la chance parce qu'on est typiquement dans le design des interfaces de matériaux hybrides et ça pose toujours énormément de difficultés. En fait, honnêtement, ce système marche, on ne sait pas vraiment pourquoi il marche. D'habitude, on est payé pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Là, on aimerait bien comprendre pourquoi ça marche si bien. Alors, à l'échelle microscopique, en fait, on a un concept qui n'existe pas aux échelles supérieures, et d'ailleurs, on devrait peut-être y réfléchir, ça c'est une question ouverte, c'est qu'à l'échelle microscopique, on a ce qu'on peut qualifier de composite dynamique. Donc, en fait, il y a dans la famille des aciers, il y a certains qui ont le bon goût de se transformer lorsqu'on applique une contrainte mécanique dessus. Donc typiquement, si vous avez un acier inox avec une composition bien choisie, si vous le sollicitez à 450 degrés, vous voyez que la courbe est relativement molle, avec un allongement qui est uniforme, qui est relativement faible, bien que raisonnable. Et par contre, de manière surprenante, quand vous diminuez la température, là se passe quelque chose d'assez surprenant, c'est que tout d'un coup, évidemment, la résistance mécanique va augmenter, ça c'est vrai, puisque en fait, quand on refroidit un matériau, en général, la limite d'élasticité est plus élevée, la contrainte d'écoulement aussi. Mais vous voyez aussi que le taux d'écrouissage, le comportement est complètement modifié, même la concavité de la courbe est complètement modifiée. Et si on essaie d'expliquer ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, quand on diminue la température, l'austénite, qui est le matériau constitutif au départ, a le bon goût de vouloir se transformer en martensite, et la martensite est un composant beaucoup plus dur que l'austénite. Ce qui veut dire que ce qui se passe schématiquement dans le matériau, et pourquoi c'est intéressant, et ça n'existe qu'à l'échelle microscopique malheureusement, c'est qu'en fait, quand vous allez solliciter l'austénite, ici, vous allez créer en continu une phase beaucoup plus dure 2, qui commence à venir remplir petit à petit la matrice austénitique en fonction de la déformation. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand on parle de formabilité, on doit assurer, en gros, la stabilité de l'écoulement plastique. Or, la stabilité de l'écoulement plastique
est lié au coefficient d'écrouissage, ça veut dire la capacité du matériau à être durci par déformation. Et lorsqu'on écrit en fait l'équation complète, en fait, l'écrouissage d'une telle structure est donné évidemment pondéré par les fractions volumiques entre la phase 2 et la phase 1 fois leur coefficient d'écrouissage respectif, mais à la fois on a un terme supplémentaire qui vient en fait typiquement de cet aspect de transformation de phase induite par la déformation plastique, qui est en fait directement proportionnel à la cinétique de transformation, multiplié par la différence entre la contrainte de la phase 2 qui apparaît et la contrainte de la phase 1 mère. Et donc, comme je vous l'ai dit, la martensite sigma 2, là, a une résistance beaucoup plus élevée que l'austénite. Donc, en fait, ce terme supplémentaire permet de comprendre pourquoi, tout d'un coup, lorsque la transformation martensitique devient prépondérante, on a un tel changement de comportement sur ce type de composite qu'on peut qualifier de composite dynamique. Et une question ouverte, c'est qu'effectivement, qu'à l'échelle mésoscopique ou à l'échelle macroscopique, nous n'avons pas d'autres exemples de composite dynamique. Ça serait peut-être une voie à explorer dans le futur. Alors, Yves, dans sa locution inaugurale, et puis il y reviendra la semaine prochaine, c'est les indices de performance qui sont quand même, comme vous l'avez compris, la pierre d'achoppement de toutes nos réflexions. Alors, on a parlé d'indices d'HB, on a vu que ça impliquait en général des rapports entre des modules et des densités, ou alors de limites d'élasticité et de densité. Malheureusement, récemment, on s'est aperçu que ces indices de performance existent réellement uniquement pour des sollicitations uniaxiales. C'est-à-dire, on a vu qu'en traction, c'était le ratio entre le module d'élasticité et la densité. On a vu qu'en flexion, c'était E puissance 1,5 divisé par ρ. Mais ça veut dire que là, malheureusement, dans la vie réelle, et là, je vous ai montré un calcul par élément fini d'une torsion sur une caisse automobile, malheureusement, chaque pièce, en fait, est sollicitée de manière multidirectionnelle. Ça veut dire que vous avez rarement des endroits où vous êtes en traction pure ou en flexion pure. Donc, on s'est demandé récemment ce que ça pouvait changer sur les indices de performance si on avait une combinaison, par exemple, entre une traction et une flexion. Donc c'est pour ça qu'en fait, on s'est attaqué au petit problème suivant. Imaginez une plaque, vous la soumettez à une force F1 de flexion, et en même temps, vous la soumettez à une force de traction. Alors là, pour résoudre le problème, il faut revenir à la base de la résistance des matériaux. Vous pouvez en fait résoudre l'équation différentielle, et vous obtenez en fait l'équation qui nous donne la flèche en fonction de la force de flexion et la force de traction. Vous reconnaissez ici ce qui se passe en flexion pure et la facteur correctif lié à l'application simultanée de force de traction. Et comme ça, en fait, ce qu'on est parvenu à faire, c'est qu'on a réussi à isoler en fait quel était l'indice de performance qu'il fallait développer lors d'une sollicitation mixte entre la flexion et la traction, avec la même écriture que les indices d'HB classiques, sauf que maintenant le alpha va être une fonction du rapport entre la force de traction et la force de flexion. Donc, pour résumer, si vous, par exemple vous avez une force de traction nulle, ce terme-là s'annule et vous retrouvez l'indice de performance d'HB classique en E puissance 1 tiers sur ρ pour une flexion de plaque. Par contre, si la force de traction devient prépondérante devant la force de flexion, là vous allez tendre vers un coefficient alpha de 1, qui est l'indice de performance classique d'HB en traction. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change pas mal de choses. C'est que si vous comparez l'indice de performance de l'aluminium en flexion divisé par l'indice de performance de l'acier en rigidité spécifique en flexion, vous avez un facteur 2. Ça veut dire que si c'est seulement ce critère qui est retenu, vous pouvez faire une pièce 2 fois plus légère en aluminium qu'en acier. Mais si, par contre, vous commencez à superposer à cette flexion en fait, une contribution de plus en plus grande de la force de flexion, eh bien, on voit apparaître le fait que si, à peu près pour un ratio de 50% entre la force de traction et la force de flexion,
alors à ce moment-là, ce que ça indique, c'est qu'il n'y a plus du tout d'intérêt à le faire en aluminium. Donc en fait, on a été très très surpris en fait que quand on essaye de développer des indices de performance multi-axiés, en fait, ça remet pas mal en cause les conclusions qu'on peut obtenir en utilisant les indices de performance d'HB uniaxiaux. Alors, comme l'a dit Yves dans son exposé aussi, on se pose de plus en plus de questions sur... on peut avoir des idées d'architecture idéale dont on rêve. Par contre, la question, c'est comment on fait pour les fabriquer. Et donc là, je vous propose juste un aparté sur une partie process. Et là, on va parler du compromis entre résistance et rigidité et déformabilité. Alors, quand on regarde la nature, lorsqu'elle est confrontée à ce problème, là, c'est une coupe de la structure d'un bois fait de chacune des cellules, et chacune de ces cellules est en fait renforcée par un renfort hélicoïdal des fibrilles hélicoïdales, ce qui fait qu'en fait, en fonction de l'angle de l'hélice, vous pouvez gérer et les modules d'élasticité et en fait la formabilité. Donc ça, c'est assez intéressant lorsqu'on peut découpler les fonctions, parce que les matériaux architecturés multifonctionnels, c'est aussi un puissant levier pour découpler les fonctions. Donc, on se dit, ben chouette, la nature nous a montré que le renfort hélicoïdal pouvait être assez sympathique pour à la fois gérer le problème de ductilité et de résistance et de rigidité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'un point de vue matériaux d'ingénieur dans le cas des polymères, là, vous allez à tout bon Castorama du coin, pour les bricoleurs du week-end, et vous allez voir des tuyaux d'arrosage renforcés par des fibres, des tissés en nylon, comme ça. Et quand vous faites l'analyse fonctionnelle, vous apercevez d'une chose, c'est qu'on a utilisé, bien sûr, un tuyau en caoutchouc pour assurer l'étanchéité, puisque c'est pour transporter quand même un fluide. Vous voulez aussi conserver en fait une rigidité en flexion extrêmement faible, sinon on ne peut pas enrouler son tuyau d'arrosage, et ça c'est toujours embêtant s'il faut le stocker au garage. Par contre, vous avez utilisé en fait un réseau hélicoïdal de renfort en nylon pour améliorer en fait la résistance du matériau sous l'effet de la pression interne. Donc ça permet à la fois d'alléger la structure, diminuer l'épaisseur de polymère, tout en assurant en fait la fonction de transport du fluide. Donc voilà un exemple de fonction d'un objet très très simple du quotidien. Alors, cette astuce du renfort hélicoïdal, on voit que dans l'industrie du polymère, ça a été largement étudié et c'est même commercialisé. Par contre, de manière surprenante, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'industrie des métaux, en fait, on n'a pas été capable de trouver une architecture hélicoïdale de renfort à l'intérieur d'un métal. On n'a pas d'exemple de ça. Les seuls exemples de renforts hélicoïdaux qu'on a trouvés, c'est en fait une structure externe, ça veut dire on emballe un pipeline, par exemple, d'acier, avec des fibres de carbone de manière hélicoïdale. Et la question qu'on peut se poser, ça c'est une question ouverte, pour de multiples raisons, on préférerait que la structure de renfort soit interne, notamment pour les problèmes de corrosion et pour les problèmes d'adhésion entre l'emballage et ce qu'on emballe. Alors là c'est une passerelle, et là on peut essayer d'avoir une approche assez ambitieuse en se disant je vais tout faire en même temps. Et cet exemple, c'est un peu notre Graal, c'est de dire je rêve d'une architecture, je sais pourquoi je suis en train de la faire, et je sais comment on peut la fabriquer, et je suis sûr qu'en fait le moyen de fabrication produira à des coûts raisonnables ce type de matériaux. Alors, il existe toute une famille de procédés qu'on appelle de procédés de déformation plastique sévère qui ont été développés dans les 20 dernières années. C'est le premier sujet en sciences des matériaux en termes de citation, donc c'est pour vous dire comment l'activité de ce domaine. L'objectif de ces procédés de déformation, c'est clairement de déformer le plus possible un matériau, puisque les gens se sont aperçus qu'en le déformant à plusieurs milliers de pourcents, en fait, vous nanocristallisez la structure. Et donc, ça a donné lieu à une abondante littérature. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est que maintenant que tous ces procédés ont été développés,
est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour faire autre chose que de nanocristalliser la structure, et est-ce qu'on ne peut pas les utiliser aussi pour architecturer les matériaux? Donc c'est ce qu'on s'est proposé de faire là, et que je vais vous illustrer sur un exemple, puisqu'on a vu qu'une des architectures dont on rêverait, c'est d'avoir une architecture hélicoïdale interne dans un matériau métallique. Donc, un des procédés classiques, c'est ce qu'on appelle la torsion-extrusion. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, pour l'instant, ignorer ce petit insert en gris. Vous mettez en fait un cylindre de matériau et vous allez l'extruder de manière classique dans une filière conique, sauf qu'en même temps, là, la filière, en fait, elle tourne, ce qui permet d'imposer, en plus de la déformation d'extrusion, une déformation de cisaillement, et en fonction de la vitesse d'extrusion et de la vitesse de rotation, vous allez pouvoir appliquer des déformations plastiques énormes, de plusieurs milliers de pourcents. Ça, c'est clair. Et simplement en se disant, mais finalement, maintenant que ce procédé est au point, et qu'on est sûr qu'il nanocristallise les matériaux, pourquoi en fait ne pas travailler sur la géométrie initiale de l'échantillon que l'on met à l'entrée? Simplement imaginer un cylindre d'un matériau représenté en jaune avec un insert d'un autre matériau représenté en gris. Ben, ce qui se passerait, c'est que si vous extrudez et en même temps que vous tournez, ça c'est malheureusement encore qu'une simulation numérique, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir dessiner en fait en continu une architecture hélicoïdale de ce renfort-là. Donc c'est une simulation numérique où la matrice est en cuivre et l'insert qui commence à prendre la forme hélicoïdale dont on rêvait est en acier inoxydable 316. Donc là, un autre petit exemple, mais celui-là plus réel, un autre exemple de procédé de déformation plastique sévère, c'est de prendre une pastille de matériaux, l'appuyer très très fortement dessus et tourner le plus possible pour la cisailler. Donc là, vous allez avoir des déformations qui peuvent aller jusqu'à 30 ou donc 3000%. Donc c'est vraiment énorme. Alors ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'au lieu de mettre une pastille d'un matériau monolithique à l'intérieur de cet appareil qu'on appelle high pressure torsion, on s'est dit on va mettre 2/4 de matériaux faits en aluminium et 2/4 du matériau, comme vous voyez en rouge ici, en cuivre. Et maintenant, on va appliquer une très forte pression axiale et on va cisailler au maximum. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses à plusieurs échelles. Là, c'est une image réelle de l'échantillon. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à architecturer sous forme de spirale et le cuivre et l'aluminium. Donc là, vous avez une simulation numérique, mais ce qui est important, c'est que ça, c'est l'échantillon réel. Donc vous commencez à donner une architecture spécifique que vous n'aviez pas au départ aux deux matériaux. Mais en même temps, si vous regardez la microstructure du cuivre et de l'aluminium, les deux matériaux ont été nanostructurés en même temps. Donc ce qui fait que on peut maintenant compléter en fait le graphe que vous a déjà montré Yves Bréchet lors de ses précédentes interventions. C'est que ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'on avait, d'habitude, on devait choisir. On disait, on était nanostructuré, et puis par transition d'échelle, on allait aller vers des matériaux architecturés. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on peut faire à la fois un matériau architecturé et à la fois nanostructurer les matériaux par le même procédé. Et ces procédés, l'avantage, par exemple, du procédé ici, c'est que c'est un procédé top-down, d'accord, et c'est un procédé continu. Et ça apporte évidemment beaucoup d'avantages lorsqu'on veut mettre en œuvre rapidement la manufacture de matériaux dans des conditions réalistes. Voilà, donc en conclusion, ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est que les indices de performance d'HB sont cruciaux pour décrypter en fait un problème de design, pour le décliner en un problème de matériaux. Donc, et on a beaucoup de travail à faire pour développer des indices de performance d'HB qui sont encore plus conformes à la réalité du terrain. Donc, je vous ai montré un exemple de sollicitation couplée entre la flexion et la traction. Mais on pourrait essayer d'introduire la torsion. Donc ça, c'est des questions ouvertes aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça change sur la sélection de matériaux? Ensuite, on a vu qu'on pouvait des fois être un peu confus, dans une situation un peu confuse lorsqu'on parle de matériaux hybrides, composites ou architecturés. Donc là, je vous ai montré comment on peut distinguer les uns des autres.
Je vous ai montré aussi qu'on est en train de faire marcher nos méninges parce qu'on sait très bien que la manufacture de matériaux architecturés vont poser des problèmes de procédés. Donc, vaut-il mieux des approches top-down, bottom-up? Est-ce qu'on est capable de faire ça avec des procédés continus ou discontinus? Le challenge, évidemment, c'est que même si on reprend ce type de matériaux, vous comprenez rapidement que quand on va le solliciter, on va vouloir se poser des questions sur la tenue d'interface de matériaux extrêmement différents qui ont été extrêmement déformés plastiquement. Donc là, ça pose beaucoup de questions sur l'ingénierie des interfaces. Et puis, évidemment, dans les matériaux hybrides, il y a un problème souvent pour les assembler avec d'autres matériaux qui ne seraient pas de la même nature. Par exemple, si vous avez un capot d'une voiture fait en un sandwich acier-polymère-acier, ben ça va être très difficile de souder ce capot sur une autre pièce dans l'automobile. Donc ça c'est un verrou qu'il faut anticiper le plus rapidement possible. Surtout que le soudage, évidemment, n'est pas très... ce qui s'est passé, par exemple, sur l'histoire du capot en sandwich, c'est qu'en fait, par le soudage par point qui est utilisé couramment dans l'automobile, ça a commencé à faire des fumées partout dans l'usine, puisqu'effectivement, le polymère se dégrade sous l'effet du soudage. Et donc ça a été inacceptable, évidemment. Donc il faudrait l'anticiper dans le futur. Alors, il y avait... dans mon titre « Échelles et passerelles », alors des passerelles, on en a vu ici. On a vu beaucoup d'échelles. Et il y a les passerelles, en fait, des matériaux architecturés multifonctionnels, elles sont aussi d'autres ordres. Elles sont d'ordre humain, puisqu'elles font communiquer et la mécanique et les gens des sciences des matériaux, les métallurgistes, les gens des polymères et les gens des céramiques. Elles favorisent le dialogue entre les gens des matériaux de structure et les gens des matériaux fonctionnels. Elles favorisent aussi les collaborations entre les gens des matériaux bionaturels et des matériaux d'ingénieurs. Et puis, elles facilitent aussi beaucoup le dialogue entre l'industrie et le monde académique. On s'est aperçu que les matériaux architecturés, c'est un champ assez attractif pour les étudiants. Et puis, on peut, pour une fois, constater que sur cet axe de ce domaine de recherche, il y a un certain leadership français. Et donc, pour soutenir en fait ce leadership, si on le veut bien, en fait, on voit qu'il y a une certaine dynamique. Donc, ce qui est apparu depuis 2009, c'est que de plus en plus, dans des conférences, on assiste à des sessions, et aujourd'hui en est le parfait exemple, et notamment le thème retenu par Yves Bréchet, c'est qu'on commence à avoir des sessions entières et des symposiums entiers dédiés uniquement aux matériaux architecturés. Donc ça, c'est une avancée notoire. Et puis, on a aussi de plus en plus de projets financés par le gouvernement français, donc soit par le CNRS, soit par des ANR, des LABEX et des groupements d'intérêt scientifiques. Voilà. Et évidemment, toute proposition dans le futur qui vont dans ce sens-là sont les bienvenues. Et aujourd'hui, on est un des petits exemples. Voilà, je vous remercie.